Un Airbus d'une compagnie roumaine a bien failli s'écraser sur des habitations avant de se rétablir et d'atterrir à l'aéroport d'Orly. Cela s'est passé en milieu de journée. 2 nouvelles victimes des inondations dans les Alpes de Haute-Provence. La pluie qui menace également la récolte du raisin et les vendanges. Le questionnaire envoyé aux jeunes par le gouvernement accouche d'un rapport, symbole du malaise, mais aussi des aspirations de la génération des 15-25 ans. Et puis du sport dans ce journal avec les espoirs du pilote britannique Damon Hill au Grand Prix de Formule 1 du Portugal qui se courra demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Une catastrophe a donc été évitée de justesse cet après-midi, tout près de l'aéroport d'Orly. L'Airbus d'une compagnie roumaine a brusquement décroché au-dessus d'un quartier de Villeneuve-le-Roi, qui se trouve juste à côté de l'aéroport. Le pilote a finalement pu redresser l'appareil. Témoin de la scène, un caméraman amateur qui a eu très peur et vous allez comprendre pourquoi. Pascal Doucet-Bon, Benoît Véran. L'image est très fugitive, mais suffisamment explicite. Il était 1h moins le quart, au-dessus de Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi. On a frisé la catastrophe. Je l'ai vu remettre les gaz juste à cet endroit-là. Il a donc remis les gaz, il s'est cabré, et à mon sens, alors il a tout de suite refermé son train d'atterrissage, et il s'est, à mon sens, trop cabré. Il est parti, je dirais, droit dans le ciel, et il a pris un angle de plus de 90 degrés, malheureusement. Et quand il a eu un angle de plus de 90 degrés, il est reparti en arrière. Et pour moi, les gens à l'intérieur ont eu la tête en bas. En fait, pour moi, il a complètement décroché en altitude. Et là, il est tombé complètement sur la droite. Et à ce moment-là, tout le monde est rentré à la maison pensant que dans les 3 secondes qui allaient suivre, on allait entendre un gros boom, quoi. Vous avez eu peur ? Très impressionné, notamment des gens autour de nous se sont mis à courir, essayant de se protéger. On n'avait aucune notion de l'endroit où l'avion pouvait éventuellement tomber. L'appareil était à environ 700 mètres d'altitude, en pleine phase d'atterrissage, lorsque l'incident s'est produit. Le pilote a pu redresser miraculeusement pour finalement atterrir sans encombre. Cet avion, le voici, un Airbus A310 de la Tarom, compagnie nationale roumaine. Il faisait régulièrement le trajet Bucarest-Paris et retour. Il y avait aujourd'hui 175 passagers et 11 personnes d'équipage à bord, toutes saines et sauves. L'avion ne bougera pas tant que l'enquête de l'aviation civile n'aura pas déterminé les causes de l'incident. La Tarom parlait dans l'après-midi d'un défaut du pilote automatique. Pas de commentaire ce soir des responsables de l'aéroport d'Orly qui semblent relativiser cet incident. Les habitants de Villeneuve-le-Roi, eux, manifestent leur colère, d'autant que l'ouverture de nouvelles lignes va multiplier le passage des avions au-dessus de leur maison. Reportage à Villeneuve-le-Roi de Michel Fine et Clément Segel. Des avions comme celui-ci, Éric Joussin en voit passer 250 par jour. Cet après-midi, il a eu la peur de sa vie. Je commence à être fatigué d'être impressionné de cette façon, à Villeneuve-le-Roi, car il y a eu des précédents. Pensez que c'est dangereux d'habiter sur un couloir aérien comme ça? C'est certainement dangereux, enfin c'est surtout au niveau du bruit, mais ça, on est en zone de bruit, on le sait, mais on n'est pas là non plus, voilà, on n'est pas là non plus pour si on accepte de supporter le bruit, c'est à la condition d'avoir quand même un minimum de garantie quant à la sécurité des personnes et notamment des siens. Comme Éric Joussin, les habitants de Villeneuve-le-Roi et des communes environnantes vivent au rythme des décollages et des atterrissages quotidiens. Car la ville est située juste au-dessus du couloir aérien qui mène à Orly. La déréglementation du trafic n'arrangera pas les choses. Le maire de Villeneuve-le-Roi a fait son calcul. Chaque année, 200 000 avions survolent la ville. L'ouverture du marché aux compagnies étrangères devrait augmenter le trafic de 50%. Je suis convaincu que la déréglementation augmente les risques pour la sécurité. Je suis convaincu. Il y a un nombre d'avions beaucoup plus important. Les avions n'observent pas leur trajectoire réglementée. Les avions utilisent des pistes simultanées qui normalement ne devraient pas être utilisées simultanément. Tout cela crée une ambiance insécuritaire. Le 14 octobre, l'association de défense des riverains de l'aéroport ira manifester à Orly. Mais déjà, le maire de la ville voisine, Villeneuve-Saint-Georges, a demandé au ministre de l'Équipement d'ouvrir une enquête sur l'incident de l'Airbus de la compagnie Tarom. Les orages de ces dernières 24 heures, maintenant, ils ont fait 2 nouvelles victimes, 2 personnes dont la voiture a été emportée par les eaux du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence.
tous les départements du sud-est de la France ont été plus ou moins touchés ces derniers jours. Lorraine Cusin. Des déluges d'eau la nuit dernière, des rivières en crue en cette période de grande pluie d'équinoxe. À Millau par exemple, le Tarn est sorti de son lit. Particulièrement touché aussi par les intempéries, la Lozère, l'Hérault, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Dans ce département, 2 personnes sont mortes, précipitées avec leur véhicule dans le Verdon par un glissement de terrain. Les pluies qui se sont abattues ont contraint les pompiers à de nombreuses interventions. D'une manière générale, le vent a soufflé moins fort que prévu, mais dans le Vaucluse, près d'Avignon, en quelques minutes, une mini-tornade a fortement endommagé le village de Jonquerette. Ce soir, cependant, le temps s'améliore, la décrue s'amorce et les prévisions météo ont permis de lever l'alerte. En Italie également, il pleut depuis 3 jours. Les inondations ont causé des dégâts très importants dans la vallée d'Aoste, dans le nord-ouest du pays. Plusieurs villages ce soir sont toujours isolés et des routes sont coupées. Autre conséquence de la pluie ces derniers jours, les vendanges qui s'annonçaient vraiment sous les meilleurs auspices sont extrêmement perturbées. Dans la région de Cognac, par exemple, en Gironde, où le raisin est abîmé avant même d'être ramassé. François Privat et Philippe Dumail. Depuis quelques jours, une pourriture grise a fait son apparition dans les vignobles de Cognac. Son nom, le botrytis, un champignon qui inquiète tous les viticulteurs. C'était une année merveilleuse qui s'est présentée d'une façon extraordinaire. Année précoce qui nous satisfaisait pleinement. Et malheureusement, ce mois de septembre a tout fichu par terre. Et le botrytis apparaît d'une façon inquiétante. Vous avez des raisins comme celui-là, voyez, ce petit foyer qui apparaît bénin et qui va s'intensifier dans les jours prochains, surtout si la pluie continue à tomber. Cette pourriture peut altérer la qualité du cognac et laisser un mauvais goût perceptible à la dégustation. Autre conséquence, cette année, les vendanges débuteront avec une bonne dizaine de jours d'avance. On va commencer les vendanges le 27 septembre et se dépêcher, faire des longues journées de travail pour essayer de sauver cette récolte. Michel Baron a traité son vignoble et limité grandement les effets de ce botrytis. En revanche, de nombreux viticulteurs, moins prévoyants, devront pratiquer une vendange plus sélective. Il faudra absolument récolter les parcelles les plus atteintes en premier, de manière à ne pas laisser progresser ce botrytis. Et d'autre part, au niveau de la vinification, il faudra pratiquer le débourbage, c'est-à-dire laisser tomber dans le fond de la cuve tout ce qui est altéré et l'éliminer très rapidement de manière à faire un tri. En fait, seules des températures fraîches et un ciel couvert permettraient de freiner la progression du champignon. Mais la météo annonce de la pluie. 5 mois presque jour pour jour après le lancement d'une grande consultation auprès des jeunes, le fameux questionnaire du gouvernement, les centaines de milliers de réponses ont été digérées, étudiées et compilées. Le résultat, un rapport en forme de cahier de doléances. Les 15-25 ans s'inquiètent de l'avenir mais trouvent dans leur entourage des raisons d'espérer. Réaction recueillie par Chantal Quimerlin et Patrick Desmully. Première préoccupation des jeunes, l'école, toujours. L'école et l'avenir. L'emploi auquel elle prépare ou ne prépare pas. 25 ans. Personnellement, j'ai passé un bac général littéraire. J'ai jamais fait un stage de ma vie. Et je ne sais pas vraiment comment je vais m'insérer bientôt dans une entreprise, étant donné que j'ai eu aucun contact donc justement avec ce monde de l'entreprise. Autre préoccupation, ce que le gouvernement fera ou ne fera pas des résultats de ce questionnaire. Le comité de consultation a certainement de bonne volonté. Ils vont certainement faire de très bonnes propositions, mais il faut savoir si elles vont être suivies par la suite après les élections présidentielles de 1984. Et réponse directe de l'un des intéressés. C'est plus qu'un vote, c'est pas un sondage, on s'est exprimé, les gens ont fait des propositions, toutes les propositions, toutes les réflexions, et réflexions écrites et à libre, ont été prises en compte. Le comité de consultation est réuni à huis clos pour quelques jours encore avant de rendre ses propositions au Premier ministre. Un Premier ministre qui a rappelé ce matin que la jeunesse est une de ses priorités. Il est bien vrai que malgré tous les moyens que nous avons consacrés à la formation des jeunes, il y a encore trop de jeunes au chômage. Eh bien, nous devons réfléchir ensemble à la façon d'améliorer cette situation. Meilleures relations école et entreprise, aide contre l'échec scolaire, tous ces thèmes, on le sait, seront des propositions du comité de consultation des jeunes.
L'école sera précisément le thème de la nouvelle émission de Christian Spitz que vous venez de voir ce soir à 22h40 sur notre chaîne, un grand forum en direct précisément destiné aux 15-25 ans. A noter également que le ministre de l'Éducation, François Bayrou, sera demain l'invité de l'heure de vérité à midi. Édouard Balladur hérite donc d'un rapport, mais il baisse dans les sondages. Il perd 11 points dans le dernier baromètre de l'IFOP pour le journal du dimanche, avec 52% d'opinion favorable. Baisse également pour François Mitterrand qui perd 6 points et conserve 45% de bonnes opinions. Le Premier ministre dont l'avenir a été évoqué par son concurrent le plus sérieux à l'élection présidentielle, dans la majorité en tout cas, Jacques Chirac, au détour d'une interview pour nos confrères de France 3 Alsace, a évoqué le ticket président-Premier ministre qui lui paraissait souhaitable pour gagner. Écoutez. Ne prêtez pas toujours à l'un ou à l'autre des pensées agressives ou perverses. Les choses sont souvent beaucoup plus simples qu'on ne le pense. Nous avons deux tempéraments. Il y a eu un mot célèbre, vous savez, de la part d'un ancien Premier ministre qui a dit « lui, c'est lui et moi, c'est moi ». Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai également pour Édouard Balladur et pour moi. Et vous seriez d'accord avec un ticket Chirac-Balladur? C'est ce qui avait été imaginé en un temps. Je ne crois pas que c'était obligatoirement la plus mauvaise solution. Pendant ce temps-là, à gauche, on ne voit toujours rien venir. Alors, des militants socialistes convaincus que Jacques Delors peut les mener à la victoire ont entamé une campagne d'affichage, une façon de pousser Jacques Delors à être candidat. Dans les Bouches-du-Rhône, reportage de Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. La colle a la consistance idéale. Les affiches sont fin prêtes sur papier glacé. Les militants motivés au maximum pour aller accomplir une première. Voilà, c'est fait. La première affiche électorale pour un non-candidat est posée. Les équipes vont coller dans tout Marseille, puis dans d'autres villes. Le message est clair pour ces militants socialistes. Jacques Delors doit se présenter à l'élection présidentielle. Nous, on soutient la candidature de Delors. Voilà. Voilà. Et on continue à faire notre petit travail. Allez, messieurs, bonne journée. Au revoir. À l'origine de cette opération, un homme, Lucien Végan, socialiste, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Il a rejoint le clan Delors après les européennes. La démarche consiste à ce qu'un certain nombre de citoyens s'expriment et indiquent à Jacques Delors qu'ils souhaitent qu'il soit candidat à la présidence de la République parce qu'il leur semble être porteur des valeurs auxquelles ils croient et qu'il leur semble souhaitable de développer pour la France. Que pense Jacques Delors de tout ça? Il n'est pas au courant. Lui en parler, assure Lucien Végan, aurait été le meilleur moyen pour qu'il me persuade de renoncer. L'actualité à l'étranger maintenant, le président américain Bill Clinton se dit satisfait de l'évolution de la situation en Haïti. Pour encourager un retour au calme, les soldats américains commencent à organiser des patrouilles mixtes avec la police haïtienne. À Port-au-Prince, nos envoyés spéciaux Aubry Edler et Evandro Fontes. Les Haïtiens n'ont pas hésité. La junte interdit les manifestations. Les forces américaines les jugent conformes à la démocratie. La journée entière, la population a manifesté par petits groupes dans différents quartiers de Port-au-Prince. Chantant ce qui devient un tube ici, Aristide Clinton, frères jumeaux, ils sont venus, malgré la chaleur accablante, attendre le président en exil et suivre avec curiosité l'installation des GIs. On peut désormais croiser en ville des soldats américains. Chargés d'assurer la sécurité sur les grands axes qui relient leur position au port et à l'aéroport, ils multiplient leurs patrouilles et devraient bientôt s'installer dans une dizaine de commissariats aux côtés de la police haïtienne. Car chacun ici veut afficher une volonté de coopération sans mélange avec les forces américaines. Et les partis de la droite extrême, représentés par le FRAPP, l'organisation dirigerait la milice locale, ne sont pas en reste. Division. Non. Solidarité. Oui. Devant un parterre de partisans choisis, pas d'armes à la ceinture et visage apparemment avenant, Emmanuel Constant, leur chef, a dit sa joie de recevoir l'ami américain. On a une situation un peu volatile parce qu'on est dans une nouvelle situation. Mais pour moi, nous sommes extrêmement satisfaits de la sortie de crise. Alors le président Aristide va revenir, comment allez-vous l'accueillir? S'il revient comme deux guerriers, lui et moi, nous allons devoir nous serrer la main et signer le pacte de la paix, le pacte de la cohabitation. Au marché, les activités semblent reprendre. On a même l'impression que beaucoup de ceux qui avaient fui la ville ont oublié leur peur. Attention,
Les appels au calme diffusés par les patrouilles américaines attirent encore l'attention, mais ne troublent plus le business du marché noir, né de l'embargo. À Port-au-Prince, les rumeurs circulent plus vite que les nouvelles. On murmure aujourd'hui que le général Cédras serait contraint à quitter le pays dans les 8 jours avec ses acolytes, le général Biambi et le lieutenant-colonel François. Une rumeur que pourrait corroborer l'attitude du président Aristide, qui pour son retour en Haïti pose des conditions de plus en plus sévères à la Maison-Blanche. En Algérie, la police affirme avoir abattu l'un des chefs du groupe islamique armé, Abou Meriem, l'homme qui serait notamment à l'origine de l'enlèvement des 3 fonctionnaires du consulat de France. C'était au mois d'octobre dernier. La nuit dernière, à New York, les Nations Unies ont manié la carotte et le bâton à l'égard des Serbes. Le bâton pour les Serbes de Bosnie qui persistent dans leur refus du plan de paix. Les sanctions sont renforcées. Un bon point, en revanche, est donné au gouvernement de M. Milosevic à Belgrade. L'embargo contre la Serbie est allégé au grand soulagement de la population. François Cornet. Depuis 28 mois, sur l'aéroport de Belgrade, ces avions de la JAT, la compagnie nationale yougoslave, sont cloués au sol. La réouverture de l'aéroport au trafic international, prévue dans l'allègement des sanctions en faveur de la Serbie et du Monténégro, est sans doute la mesure la plus importante pour sortir la Yougoslavie de son isolement. Une mesure soumise, comme les autres, à la fermeté de Belgrade de verrouiller sa frontière avec les zones de Bosnie et de continuer à interdire tout passage de marchandises au profit des Serbes de Bosnie, sauf les produits humanitaires. Si les observateurs de l'ONU notent une défaillance dans ce blocus, les sanctions seront rétablies dans un délai de 5 jours et l'aéroport de Belgrade fermé à nouveau au trafic. Deuxième mesure adoptée hier soir à New York par le Conseil de sécurité, la réouverture d'une ligne de ferryboat sur l'Adriatique entre le port de Bar au Monténégro et celui de Bari en Italie. À Belgrade, on accueille bien sûr avec soulagement cet allègement de l'embargo international qui autorisera également la reprise des échanges culturels et sportifs et qui permettra notamment aux équipes yougoslaves de football, de basket ou de volley de revenir sur la scène internationale. Une ombre pour l'instant au tableau est de taille, l'embargo commercial qui frappe la Serbie et le Monténégro est pour l'instant maintenu et pour une bonne partie des 10,5 millions de Yougoslaves, l'allègement des sanctions n'aura guère d'incidence sur leur vie quotidienne, même si la glace est rompue. Mais à Belgrade, on espère quand même. Ça me permettra peut-être quand même de trouver un job. C'est une bonne chose, j'espère que ça ira un peu mieux pour nous maintenant. C'est le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, qui donnera son feu vert pour la levée des sanctions. Ces mesures seront appliquées pendant une période initiale de 100 jours. Leur maintien dépendra avant tout des Serbes de Serbie et surtout de la fermeté de leur président Slobodan Milosevic à l'égard de ses frères de Bosnie qui s'opposent toujours au plan de paix international. Dernière information en provenance de l'étranger, l'opération Main propre en Italie continue de faire des victimes dans tous les milieux. 2 des plus grands stylistes italiens, Gianfranco Ferré qui travaille chez Dior et Giorgio Armani, ont passé une partie de la journée dans le bureau du juge Di Pietro à Milan. Ils auraient touché des pots de vin. En Alsace, les 150 salariés et la direction de l'usine Varta ont finalement trouvé un accord après 11 jours de grève. La direction est revenue sur sa menace de licencier les employés qui refuseraient une diminution de salaire. Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Avec ces banderoles, c'est un peu du rêve des salariés de Varta qui s'en va. 11 jours de conflit, 11 jours de grève, pour finalement aboutir à un accord qui n'a pas vraiment le visage de la victoire. Pour moi, c'est primordial le maintien des emplois. Et puis des salaires actuels et de tous les avantages acquis. Donc vous êtes plutôt content? Pas entièrement, mais à moitié. À moitié seulement, car la partie a été serrée. 3 heures de discussion avec la direction pour en arriver à l'idée que désormais il faudra travailler plus avec le même salaire. 38 heures et 50 minutes par semaine au lieu de 35, la pilule n'est pas facile à avaler. On prend le travail, mais on n'est pas tellement content. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas contente du tout. Voilà. C'est déjà pas mal qu'on garde le travail, hein. Puis on ne perd pas de salaire. Donc, je pense que ceux qui ont une maison à payer ou comme ça, ils sont quand même heureux de garder leur salaire. Hein. Moi, je pense que c'est un pas en arrière, puisqu'il y a toujours une perte de 12%. Il faut travailler plus pour un salaire qui ne bouge pas en fin de compte. Cependant, la lettre qui avait provoqué la colère des salariés est donc annulée. La baisse de 20% en moyenne des salaires n'est plus à l'ordre du jour.
L'effort demandé aux employés devrait permettre d'améliorer la compétitivité de l'entreprise face aux concurrences de la Chine et des pays de l'Est. Pourtant, une question reste ce soir dans tous les esprits. Compétitif, mais pour combien de temps encore ? Pas de problèmes sociaux véritablement pour les pompiers français, mais ce que l'on pourrait appeler un certain vague à l'âme. Ils tiennent leur congrès ce week-end. Ils sont 233 000 en France et parmi eux, 200 000 volontaires qui doivent mener de front leur métier et leur vie de pompier. Un exercice de plus en plus compliqué. Reportage dans un petit village près de Vannes de Claude Sampère et Vincent Maillard. Ces hommes sont des pompiers volontaires. Dans la commune de Grandchamp, dans le Morbihan, comme dans la majorité des communes de France, à la caserne, la plupart du temps, il n'y a personne. Et pour cause, les 33 pompiers volontaires de Grandchamp mènent une double vie. Comme Jean-Claude, pompier volontaire depuis 20 ans et en même temps mécanicien. Vous travaillez dans un garage et en même temps vous êtes pompier, ça vous pose pas de problème de faire les deux? Bah si, parce que quand on commence sur un véhicule qui est en réparation, le client, des fois il veut pour midi, bien pour le soir. Et s'il n'est pas fait, il y a des problèmes. On sait toujours à quelle heure il part, je sais jamais à quelle heure il va revenir. Je sais pas combien de temps il part, si c'est un accident ça peut être une demi-heure, ça peut être une demi-journée, ça peut être une nuit complète. Moi je l'ai vu ne pas arriver le matin au boulot, on ne sait pas où il est. Pour Patrice, artisan tapissier et pompier, il n'est pas toujours facile de partir en opération. Il y a un problème, c'est quand le client il vient au magasin. Alors là, on peut pas lâcher le client et partir sur l'intervention parce que le client il se demande je suis quoi ici là. Le client est prioritaire. Le client est prioritaire. Pour notre entreprise parce que comme on n'est que deux à travailler et la conjoncture aujourd'hui, on n'a pas le droit de laisser le client de côté. Sur l'intervention de ce matin, un accident sur la voie publique, ils sont partis à 4. Tous, quelques minutes auparavant, se trouvaient à leur travail. Au départ, un appel d'un habitant de Grandchamp sur le 18. C'est monsieur Duquet-Wolfi à Grandchamp et je vous appelle pour un accident. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a devant chez moi, là, il y a un cyclomotoriste, il est par terre et il bouge plus. Le pompier professionnel qui répond est à Vannes, à 20 km. C'est lui qui va donner l'alerte et avertir les pompiers volontaires de Grandchamp. Entre l'appel sur le 18 et l'arrivée de Jean-Claude sur les lieux de l'accident, 5 minutes. Du vague à l'âme aussi au traditionnel salon de la communication à Deauville, un vague à l'âme toutefois réveillé par le 8e mondial de la publicité francophone. Comment s'écrit la pub en Afrique ou au Québec? Les réponses de Marie-Pierre Samitier et Gilles Deblair. Vous appelez votre mère assez souvent? Pas si souvent que ça. Bon. Mon fils. Si vous dépensez un petit 13,50 $ d'interurbain par mois... Cette publicité canadienne pour le téléphone au Québec a reçu le trophée d'or le plus convoité, celui du meilleur spot publicitaire à la télévision. Un spot qui a donné le ton à Deauville. Cette année, on a surtout privilégié le sourire. C'est souvent l'humour qu'on voit le plus souvent dans tous ces films, c'est l'humour, parce que l'humour devient un des ressorts principaux de la communication et francophone à travers tous les pays, et l'humour, tout le monde le comprend. Trophée d'or pour cette publicité diffusée au Burkina Faso pour un grand jeu que nous connaissons bien. C'est une agence de publicité de Côte d'Ivoire qui l'a créé. Et c'est en français que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont communiqué pour toutes les tractations. Je voulais dire deux mots, vous allez m'excuser, mais un peu dans ma langue. Aboudoubdou, Dalzozo. Ah ben je comprends rien du tout. Non, mais je voulais dire que si vous donnez plus d'argent, la boisson serait plus grande. Enfin, c'est le français qui permet de communiquer. C'est ce que je voulais dire. Merci. Allons, un autre spot diffusé en Côte d'Ivoire pour terminer. Il s'intitule « Latrine améliorée ». Comme quoi, l'hygiène, c'est important. La latrine améliorée, bon, c'est le cabinet, mais la technique nouvelle.
on vidange moins souvent et plus facilement. L'entretien, un coup de balai et un peu d'eau. Le progrès, pas d'odeur, pas de mouche. Venez nous voir à l'ONEA, nous vous aiderons à la construire. ONEA Bouquet, face au stade du 4 août. Mais c'est bien sûr. À mi-chemin entre le coup de pub et le véritable plaisir des sens, en l'occurrence celui du goût, Patrick Redslob et Pascal Pueyo célèbrent à leur façon la journée de la confiture. Nous en consommons 2 kilos par an en moyenne. Préparez vos tartines. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. Nostalgie, nostalgie, et c'est pour mieux déguster, on en profitait dès le plus jeune âge pour apprendre à faire les confitures. On apprécierait encore plus peut-être toute la magie des grands-mères. Du sucre, de la farine. Ah bon, et Bon, quoi encore? quand on fait des dictées et du calcul, on peut avoir des lacunes dans d'autres matières. Chacun sa prune, le maître nous a dit qu'il fallait diviser en 4. Comment faut faire déjà? En 2. Tu as déjà fait des confitures, toi? Non. Les fruits, quand on les choisit, il faut qu'ils soient jolis comme une femme. 20 minutes de cuisson, chacun reçoit un pot étiqueté et c'est la remise du diplôme. Un grand moment. Yann, est-ce que tu vas pouvoir donner des conseils à ta maman? Non. Pourquoi? Parce que c'est une oratrice. À la bourse, aux recettes, ça ne désemplit pas. Des dizaines de recueils à la disposition du public. Amateurs et spécialistes découvrent, échangent des trucs. Et puis ici, on peut apprendre à reconnaître le goût des confitures. Mais il faut se boucher le nez pour supprimer l'odorat. Vraiment plus gourmand que moi, je ne crois pas que ça puisse se trouver. On a voulu recréer un climat de convivialité, retrouver le goût des choses simples, les odeurs enivrantes, les vacances, la douceur, la tendresse. Des milliers de confitures, toutes plus insolites les unes que les autres, en passant par l'aubergine et le céleri. 20 artisans sont venus ce week-end livrer leurs secrets, un arrière-goût de vacances en ces premiers jours d'automne. Le sport maintenant, avec d'abord de la Formule 1. Le Grand Prix du Portugal aura lieu demain. L'Allemand Schumacher, qui domine ce championnat du monde, est absent. Il est, vous le savez, suspendu pour 2 Grands Prix. Et l'Anglais Damon Hill va essayer d'en profiter. À Estoril, Lionel Chamoulot et Jean Cornu. Damon Hill ne peut s'empêcher d'y penser. Demain, en l'absence de Schumacher, il doit impérativement l'emporter pour revenir à 1 point de l'Allemand. Il ne l'avoue pas, mais cette idée le hante, même si finalement Schumacher lui manque. Michael, reviens aussi vite que possible. Tu nous manques. Crois-moi. Pour ce Grand Prix, Hill va se battre contre les Ferrari. À Monza, malgré l'euphorie des tifosi, Damon a su dominer les voitures rouges. Demain, de nouveau, il devra affronter un Berger en pleine réussite qui a réalisé la 10e pole position de sa carrière. Les temps enregistrés hier n'ont pas été améliorés cet après-midi. Pourtant, on a senti Gerhard Berger assez sûr de lui. J'aime ce circuit, j'ai quelques bons souvenirs. C'est vrai que je suis confiant, mais j'ai appris aussi à ne jamais l'être trop. Berger et Hill vont donc se partager la première ligne devant Coulthard et Häkkinen. L'occasion est belle pour le pilote de Frank Williams de se relancer pour le titre, une tension que semble bien supporter Damon. Je sais que dans la perspective du championnat, je dois absolument gagner demain. Mais en fait, c'est ce que je me dis à chaque course. Elles sont toutes vitales. Alors finalement, je ne m'en fais pas trop. Un flegme tout britannique, sans doute hérité de son père, le grand Graham Hill, ici avec le petit Damon il y a 33 ans. Graham, 2 fois champion du monde, son fils espère bien marcher sur ses traces. La Bretagne accueillait le trophée des multicoques, une sorte de répétition générale pour les concurrentes de la course du Rhum qui partira début novembre à Saint-Malo. L'occasion pour nous en 50 secondes de se remplir les poumons d'oxygène. Laurent-Frédéric Bollet. Au large de Brest, il y a des multicoques et non des moindres. Au large de Brest, il y a des skippers. Ils s'affrontent pour un trophée symbolique, mais c'est une question d'honneur. Écoutez par exemple comment on manœuvre du côté de chez Laurent Bourgnon. Allez, la traquette! Oh, elle est où, Daniel? Je la vois pas. Elle est où? Ok, on est en panne! Laurent Bourgnon sur Primagaz, c'est lui qui a remporté aujourd'hui la 4e manche, un parcours côtier de 40 000. Il a devancé l'étonnant Francis Joyon sur Banque Populaire, Joyon qui sera au départ de la route du Rhum le 6 novembre et qui est en tête pour l'instant au classement général de ce trophée des multicoques. Loïc Perron est 3e, Paul Vatine 4e. Oui, au large de Brest, l'océan
offre encore un bien beau spectacle. Pour terminer ce journal, que ceux qui ont le rythme dans la peau se rassurent, ils ne sont pas tout seuls. Des milliers de personnes se pressent ces jours-ci au Salon de la musique. Louis Carzou, Christian Autain. Certes, la musique reste rebelle, mais cela ne l'empêche pas une fois l'an de tenir salon porte de Versailles, l'occasion pour les 24% des Français qui pratiquent d'un instrument d'entretenir leur passion des pauses et du tempo, des archets, des baguettes, du doigté et des bémols. Bien sûr, loin devant l'accordéon, l'harmonica, piano, guitares et flûtes demeurent nettement les compagnons favoris des musiciens à mi-temps. Avec la diversité d'une gamme, le salon, lui, cultive l'éclectisme entre nouvelles technologies et ateliers de facture à l'ancienne. La tendance actuelle de la pratique musicale est une tendance qui revient un petit peu à la musique traditionnelle un peu. Il y a eu la flambée de la musique numérique et maintenant les gens reviennent un peu vers saxophone, trompette, piano. Ou encore la structure à double ressort ou le sifflant à tige droite dont les nuances délicates semblent très en vogue du côté des chères têtes blondes. Il paraît même que ce genre d'instrument permet d'éveiller leur sens musical, une vraie bénédiction pour les professeurs de musique. Je fais un tout petit peu de piano chez moi et puis en cours de musique j'ai fait un peu de flûte, mais sinon rien d'autre. Et tu préfères ça ou le piano? Ça. Rassurez-vous, pour les enfants sages et les 54% de Français qui ont envie de pratiquer d'un instrument, ce salon offre vraiment toute possibilité jusqu'à celle de la simple admiration. Super, voilà, n'oubliez pas que nous dormons 1 heure de plus cette nuit et qu'il faudra donc régler votre montre. À 3 heures du matin, il sera 2 heures, heure d'hiver oblige. N'oubliez pas votre brosse à dents, c'est la nouvelle émission proposée par Nagui. Ce sera à 20h50, juste après la météo de Nathalie Riouet. Le dernier journal vous sera présenté par Antoine Cormery vers 1 heure du matin, heure d'été. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Excellente soirée, merci.